Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie de vous accueillir pour ce 36e webinaire depuis le début de cette crise du coronavirus. Je viens de le dire, mais je le répète pour les nouveaux participants qui seraient rentrés dans la salle. Deux informations importantes. Le support de présentation vous sera envoyé par email et ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI dès demain. Aujourd'hui, notre thématique restaurateur, adaptez votre activité au protocole sanitaire. Pour animer ce webinaire, j'accueille Henriette Perret, responsable de l'UMI 42. Bonjour Henriette. Bonjour. Bonjour. J'accueille également Alexandre Cipriani. Vous êtes restaurateur, le Pont Nantin et l'emporte-chef à Saint-Chamond, mais également président de l'UMI 42. Bonjour tout le monde. Et enfin, j'accueille ma collègue Véronique Chassin, qui est conseil CHR à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors, nous avons 45 minutes à passer ensemble. Je serai le relais de vos questions que je poserai directement à nos intervenants du jour. Je vous laisserai donc poser vos questions directement dans le chat et je les relayerai oralement. L'ordre du jour, c'est Henriette Perret qui va commencer ce webinaire. Elle va vous présenter le protocole sanitaire dans les cafés-restaurants. Elle complétera sa présentation avec des éléments de réassurance vis-à-vis des clients, de vos équipes, avec le témoignage d'Alexandre. Ensuite, Véronique prendra la main pour vous rappeler la réglementation pour la vente à emporter et la livraison. Elle vous expliquera également les aides spécifiques auxquelles vous avez le droit en tant que CHR. Voilà, avant de commencer et de laisser la main à Henriette, je vous propose simplement de lancer un petit sondage. L'idée, c'est de savoir qui sont les participants et qui vous êtes, tout simplement, pour adapter un petit peu le discours et être au plus proche de vos attentes. Alors, on voulait tout simplement, déjà, je lance la première question pour savoir si vous êtes plutôt restaurateur, si vous tenez un bar ou si vous êtes hôtelier-restaurateur. On vous laisse cliquer directement dans le sondage. Je vous laisse quelques secondes. Une ou plusieurs cases possibles. J'espère que vous arrivez tous à cliquer. Ne me répondez pas dans le chat, hein, cliquez directement sur la présentation. Ça devrait très bien fonctionner. OK. Allez, je ferme le sondage. J'affiche les résultats pour vous montrer à Henriette, Alexandre et Véronique. Voilà, majorité de restaurateurs pour les participants du jour. Deuxième sondage, l'idée c'était simplement de savoir si vous avez réouvert ou pas. Voilà, si vos activités ont pu réouvrir ou pas. Là encore, je vous laisse répondre, on vous laisse quelques secondes. Ah, c'est assez mitigé, on se disait un petit peu en off que quasiment tout le monde devait avoir rouvert et pas forcément en fait. Voilà, je ferme et je partage avec tout le monde les résultats. Vous voyez, vous êtes 57% à avoir ouvert et 43% à ne pas avoir encore ouvert. Ok, merci pour ces informations. C'était important en préambule de savoir un petit peu qui sont les participants de cet après-midi. Henriette, c'est parti, je vous laisse la main. À vous. Alors bonjour à tous. Le protocole sanitaire, comme vous le savez sans doute, est applicable jusqu'au 22 juin de 2020. Il va être revu. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'il y aura dans le nouveau, sachant qu'il y aura beaucoup de choses qui vont rester. Le protocole sanitaire aujourd'hui est assez simple, comme ça dans les textes, beaucoup plus complexe en réalité dans son application, parce qu'effectivement, ce n'est pas si simple à mettre en place dans l'établissement, surtout l'application du port du masque par les clients, notamment, ce qui est beaucoup plus facile, on va dire, par les salariés. On sait que 77% de la clientèle attend d'être rassurée pour retourner dans les établissements et que c'est important justement qu'il y ait cette application. Donc aussi bien des gestes barrières que du gel hydroalcoolique dans tous les établissements. Le port du masque aussi bien par les salariés que par les clients.
On a donc un client qui vient sans masque, on a cette possibilité de lui offrir, comme vous le savez, pas de lui offrir, de lui proposer de lui vendre un masque. Il faut bien faire attention, il y a eu des contrôles dans le 49 notamment, par la DDCSTP, donc en gros les fraudes, indiquant que le prix était plafonné à 95 centimes d'euros pour les masques jetables. Donc bien y faire attention. Bien utiliser des masques, notamment quand c'est des masques grand public. Ça ne veut pas dire que c'est un masque, comme on a vu sur Facebook, fabriqué par le restaurateur, parce qu'ils doivent avoir une norme, ils ont une norme. La même chose, bien faire la différence entre le nettoyage et la désinfection, ce sont deux choses différentes. Et les procédés peuvent prendre beaucoup de temps, notamment la désinfection. Et on a quand même des systèmes comme des nébuliseurs ou autres qui permettent ce nettoyage plus rapide à un moindre coût, puisque voilà, c'est ce qui est important. Bien faire attention aussi le choix entre gel hydroalcoolique et liquide hydroalcoolique, puisque le client il veut être rassuré, mais il ne veut pas avoir les mains non plus trempées avec un produit qui sent fort et qui est très liquide et long à sécher. Il ne faut jamais oublier qu'on est toujours dans un lieu de convivialité, de plaisir. Donc, si on commence à rentrer dans un établissement avec les mains, avec une sensation assez désagréable, ça ne va pas être très bien pour le client, en fait. Parce que ça ne va pas lui donner envie déjà de rentrer dans l'établissement. Donc, surtout qu'on lui demande de se laver les mains en rentrant et en sortant. Voilà. On peut rappeler que la circulation, y compris sur les terrasses, se fait avec un masque. Donc, ça veut dire que la personne qui circule ou vient s'installer sur une terrasse, même si c'est en extérieur, elle doit porter un masque. Après, sur les restaurateurs, on a eu beaucoup de questions sur la distance, que ce soit les bars ou les restaurants. Toujours cette distance d'1 mètre entre les tables. Sinon, il faut un plexi. Donc, tout ce qui est geste barrière physique va limiter ce 1 mètre. C'est le seul cas où on n'aura pas cette distance qui sera exigée. Et le 1 mètre, quand les gens sont de dos à dos, c'est de chaise à chaise. Donc, on compte à peu près 60 cm en général entre le décalage entre la table et la chaise. C'est une moyenne qui a été prise. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que votre plexi, qu'il soit sur votre table ou sur le sol, doit dépasser de la table. Puisqu'effectivement, le but, c'est de protéger du voisin. Voilà. Après, on a eu des questions aussi sur les masques qui sont obligatoires même sur les salariés. Oui, et la visière ne peut remplacer un masque sur un salarié que si c'est une préconisation, enfin pas une préconisation, que c'est la médecine du travail qui, pour des raisons de santé, indique que le salarié ne peut pas porter de masque. Ce qui peut arriver dans certains cas. Et au niveau du nombre de personnes à table, par exemple, une autre question qu'on avait, c'est est-ce qu'un enfant compte comme une personne? Est-ce qu'on a un maximum de 10 personnes par table? Oui, au niveau des enfants, ils comptent comme pas comme des adultes, mais comme des personnes. Donc, un enfant à table, même sur une chaise haute, va être compté dans les 10 personnes. Après, il doit porter un masque, l'enfant, qu'à partir de 11 ans. Un enfant de moins de 11 ans n'a pas d'obligation de porter de masque. Mais à plus de 11 ans, il y aura un masque obligatoire. D'accord. Henriette, on a Géraldine qui nous demande dans le chat, pouvez-vous redonner précisément la distance dos à dos et table-chaise? J'ai entendu 60 cm, mais est-ce que vous pouvez préciser? Il compte à peu près 60 cm de table à chaise, enfin l'épaisseur de la personne en fait. Une personne assise, on compte qu'elle occupe 60 cm, mais par contre après, pour le coup de chaise à chaise, on reste dans le 1 mètre. C'est pour ça qu'il est très important de regarder l'organisation de sa salle. Parce qu'on peut vite perdre de la place ou gagner de la place, en fait. C'est-à-dire que si on met côte à côte des tables, on n'est que dans le 1 mètre réel, alors que dès qu'on se retrouve dos à dos,
on se retrouve avec plus d'1 mètre. Oui, voire carrément Donc, 2,20 m du coup. Ça fait 2,20 m de table à table, donc du coup, la différence est énorme. C'est ça. C'est pour ça que des moments, il ne faut pas hésiter à réorganiser sa salle. Donc, Géraldine nous dit dans le chat, la réglementation du gouvernement dit 1 mètre entre tables, de table à table, c'est ça? Oui, c'est de table à table en fait. Mais de table à table quand il n'y a pas de personne assise. Et les gens, ils ont compris que c'était 1 mètre, même si quelqu'un était assis. Non, c'est table à table, sans personne assise. Alors après, il y a des systèmes de plexi qui sont assez pratiques. On peut bouger d'une table à l'autre. Après, il y avait aussi les gens pour la fête des mères ou la fête des pères qui avaient demandé pour des tables de plus de 10. Effectivement, là, non, on ne peut pas plus de 10. Sinon, il faut qu'il y ait un plexi au bout de la 10e personne, ce qui n'est pas forcément plus convivial que de mettre 2 tables. En plus, il ne faut jamais oublier que quand on est 15 à table, c'est excessivement rare que celui qui est en bout de table parle au 15e qui est de l'autre côté, en fait. On parle en général sur un espace de 6 personnes, 8 personnes maximum qui sont autour de la personne qui parle. Donc, il y a un côté quand même plus convivial avec des tables de 10 que des tables de plus de 10 séparées par un plexi. D'accord. Après, on a eu des questions sur les menus, souvent. Donc, les menus, il faut qu'ils soient jetables ou lessivables, enfin lavables. On puisse les désinfecter entre chaque personne. On évite sur la table tout ce qui est comme les salières, les poivriers ou autres. Sinon, ça veut dire les désinfecter à chaque client. Après, il y a les QR codes qui sont arrivés. Alors, les QR codes qui, contrairement à ce qu'on pense, peuvent être un atout pour l'établissement parce que ces QR codes vont permettre d'intégrer des photos des plats, vont permettre de bouger en fonction de l'évolution de la carte, vont permettre de voir ce qui est le plus choisi en général par les clients par rapport à leur choix qui est fait sur le QR code. Donc, en fait, c'est aussi une autre manière. Ce qu'on disait l'autre jour, c'est se réinventer et ça permet peut-être à la restauration justement de changer un peu et de trouver de nouvelles choses. Voilà. Il y a un très bon retour des clients avec le QR code. Nous, du coup, on a fait ça à la maison et les gens acceptent volontiers de le faire parce qu'on propose, sinon, on a quelques cartes plastifiées, mais ils font volontiers le QR code. Je sais pas, c'est toujours à moi. Oui. Toujours. Oui, toujours à moi. Donc, ça permet aussi le QR code, par exemple, sur les hôteliers. J'ai vu qu'on avait quelques hôteliers. Ça permet d'augmenter la carte du room service, c'est-à-dire qui était assez stagnante et qui restait toujours un peu la même. On ne la faisait pas trop évoluer. Vu qu'on n'a plus le droit à aucune carte ni objet publicitaire ou autre dans la chambre, ce QR code, il permet d'avoir un room service plus étendu. Alors que sur la restauration, on va rester sur une carte plus courte, au contraire, puisque justement, on a encore quand même des problèmes d'approvisionnement. C'est pas reparti dans l'an 40. Donc, les restaurateurs et autres ne savent pas exactement par rapport au nombre de clients, par rapport aux produits qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est vrai que ça permet d'avoir une carte qui peut évoluer plus vite, qu'on peut changer plus souvent et qui va évoluer en fonction de ça, en fait. Après, on a eu des questions sur les mariages, séminaires, salles de conférences et autres. Là, on est toujours sur le 4 mètres carrés par personne, chose qui va peut-être évoluer le 22 juin, mais on ne sait pas. En tout cas, c'est une demande de la profession. 1 mètre entre les personnes, sauf si elles se connaissent. Alors justement, cette notion de se connaître, notamment que ce soit 10 à table ou dans les séminaires ou autres, c'est la notion de groupe social. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être de la même famille ni rien. C'est un groupe de personnes
qui a décidé d'être ensemble, en fait. Donc, ce qui fait que on peut avoir 10 personnes qui viennent, du moment qu'elles arrivent ensemble, on peut les mettre à la même table, ou dans un séminaire, on peut considérer par exemple qu'un groupe de travail va être considéré, ils viennent ensemble en séminaire, on ne va pas les considérer comme des étrangers les uns des autres. Donc c'est une notion qui est quand même importante. Après les mariages, si la personne loue une salle, vous avez une salle privée, si elle loue la salle et que vous allez faire une prestation traiteur, le traiteur, lui, il n'a que son obligation de viser ses salariés, donc de protection de ses salariés. Par contre, la responsabilité des clients va incomber à celui qui a loué la salle. Donc, ce qui est important, c'est de faire signer lors de la réservation du mariage ou autre, pour lequel vous allez faire une prestation de traiteur, de faire signer un protocole, un papier, un contrat, dans le contrat de réservation, indiquant que le client s'engage à respecter le protocole de mesures sanitaires, donc que les gens restent avec des tables de disque, qu'il y ait du gel hydroalcoolique. Donc tout ça, ça doit être signé dans le contrat avec le client. En fait. Après, tout ce qui est dansant, après, si les personnes louent une salle, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Hein. Après, c'est des préconisations au niveau de tout ce qui est privé. Mais on n'a pas cette interdiction qu'a le décret, en fait. Après, les buffets, petit déjeuner, on a aussi quelques questions. Le buffet, même s'il était au début pas interdit, en fait, dans son application, il est tellement compliqué puisqu'il faudrait une personne pour servir, un changement des couverts à chaque personne, une distanciation d'1 mètre. C'est tellement compliqué à mettre en place que c'est quasiment comme si c'était interdit parce que pour l'exploitant, c'est beaucoup trop compliqué à faire. Par contre, pour les hôteliers, là aussi, ça demande une réorganisation, notamment sur le petit déjeuner. Et il faut alors, ils peuvent tout mettre par exemple, faire des petits sachets déjà tout prêts avec le croissant et le pain au chocolat. Les petites confitures, bien sûr, on ne pourra plus avoir de la confiture en vrac où les gens servent. Le pain, c'est la même chose. On peut précouper du pain et tout individualiser dans des sachets, en fait. Donc, c'est un autre mode de distribution. Puis bon, il faudra une personne qui vienne servir les cafés ou autres. On l'avait déjà dans le 4 étoiles ou dans certains 3 étoiles où déjà la personne qui gérait le petit déjeuner faisait ce service-là, en fait. Mais l'accès aux machines est proscrit pour l'instant, en tout cas. Après, il devrait y avoir quand même beaucoup d'adaptations au fil du temps. Si tout se passe bien, il y aura des assouplissements au niveau des textes. Mais bon, comme ça ne va pas être d'un coup. Je ne sais pas, j'avais dit, on a eu des questions, je ne sais pas si dans les hôteliers qu'on a, on a des saunas, des choses comme ça. Donc le sauna, lui, est autorisé. Le hammam, lui, est toujours interdit pour des questions de température. Donc toujours ça. Le personnel, on a un nettoyage des mains au niveau du personnel. En salle, on est toutes les heures et toutes les demi-heures en cuisine. Alors faire attention, ce qui est toujours le plus préconisé, c'est quand même, si possible, au savon et à l'eau. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gels hydroalcooliques restent quand même très agressifs. Hein. Donc, ce n'est pas un produit, on demande de l'utiliser le moins possible, tout simplement pour des raisons, après, ce n'est pas la peine de se retrouver avec des problèmes de maladie de la peau ou autre sur les salariés, parce qu'on les a obligés à se laver avec un produit toutes les demi-heures agressif. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec les aides d'Amélie concernant tout ce qui est mise en place du protocole, ça fait partie des choses qui sont préconisées au niveau des points d'eau, par exemple. On peut faire mettre en place avec des frais de plomberie haute qui sont pris en compte. Et c'est pas mal parce que ça permet d'utiliser le savon plutôt que le gel. Et c'est vrai que si on a besoin de le faire toute la journée, c'est pas comme un client qui l'utilise juste en rentrant et en sortant.
Ok, on a une question, Henriette, de Géraldine qui nous demande si on pourra avoir a posteriori du webinaire le décret pour la restauration. D'ailleurs, elle nous dit que la fiche métier semble ne pas avoir été publiée, éditée. Alors, les fiches métiers, les protocoles ont été faits, nous, on les avait diffusés sur Facebook, après à nos adhérents, beaucoup à nos adhérents, et les décrets essentiellement à nos adhérents, mais après, c'est sur le site du gouvernement, oui, bien sûr. Mais après, on pourra le mettre en... Oui, en lien aux participants. On l'enverra. Oui, oui. Ok, j'ai un participant aussi, Maxime, qui lève la main. Maxime, je vais vous inviter à poser votre question directement dans le chat, le module questions. Pour ne pas perdre trop de temps, on ne va pas ouvrir les micros des participants, même si vous n'êtes pas trop nombreux, mais voilà, pour plus de simplicité, je vous laisse poser votre question dans le chat directement. Allez-y, Henriette, je vous laisse poursuivre en attendant. Oui, après, au niveau du... On a eu des questions aussi, alors je ne sais plus, sur... on a des problèmes pour l'instant sur ceux qui font les bowling. Alors ça, c'est un problème parce qu'on a des réouvertures de bowling dans certains départements, pas d'autres. C'est une décision des préfets. Nous, dans notre département, on a des bowling qui sont ouverts, d'autres qui sont fermés. Alors là, c'est une question plus par rapport au type d'activité, c'est-à-dire que les bowling sont en type P, qui sont toujours fermés comme les discothèques. Mais par contre, l'accessoire, type accessoire, quand ils sont N par exemple, comme certaines discothèques, ça a permis de réouvrir, mais que sur l'activité accessoire en fait. C'est-à-dire qu'on va en discothèque, on va boire un coup, on sera obligé, la position assise est obligatoire, que ce soit dans un bar ou dans un restaurant. On ne peut pas avoir un client qui reste debout, ça c'est interdit. Donc c'est pour ça que même les discothèques ont aménagé leur espace, beaucoup en extérieur, mais même si c'est à l'intérieur, on ne peut pas occuper la piste de danse ni se lever pour danser en buvant un verre. Et pour l'instant, c'est toujours assis et on consomme comme ça en fait. Je ne sais pas, après sur les chambres, on a eu des questions sur les hôtels. Est-ce que la chambre doit rester inoccupée? Alors, ce qui est le plus préconisé, c'est la jachère de la chambre pendant 24 heures. Tous les hôteliers ne peuvent pas le faire, puisqu'en fonction du nombre de chambres, effectivement, c'est possible ou pas. Donc, en fait, là aussi, s'il y a une désinfection de la chambre qui est faite après le client, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir la relouer derrière. Par contre, l'intervenante, la personne de l'hôtel qui va intervenir pour désinfecter la chambre, bien sûr, aura tout ce qui est nécessaire avec comme protection, puisqu'on a une très grosse protection au niveau des hôtels sur les femmes de chambre qui font le nettoyage des chambres. Après, celle qui remet à blanc la chambre, elle est protégée, mais ça n'a pas le même risque puisque déjà la chambre a été nettoyée en fait. Donc d'ailleurs, on a deux postes différents entre le poste qui nettoie la chambre et le poste des personnes qui refont carrément les lits et mettent la chambre à dispo du client. Après, je ne sais pas si vous avez des questions plus précises. On a eu des questions sur les carafes d'eau dans les restaurants. Est-ce que la carafe est toujours obligatoire? Oui, la carafe est toujours obligatoire, mais c'est peut-être aussi l'occasion nous on préconise, en tout cas à l'UMI, de mettre des bouteilles d'eau. C'est-à-dire que les gens payent une bouteille d'eau. Le mieux, c'est justement de pratiquer des prix plus bas. Mais au moins, on ne s'embête pas avec la désinfection des carafes, avec le problème que le client a peur qu'on lui remette une carafe que quelqu'un a touchée. Il préférera payer une bouteille d'eau, même si c'est 2-3 euros. Voilà. Donc, c'est l'occasion de remettre de l'eau sur les tables à des prix plus bas, mais qui vont sécuriser le client. Et le pain, c'est la même chose. La panière, une fois qu'elle est passée sur la table, elle doit être enlevée, désinfectée, le pain jeté. Tout ce qui passe sur la table doit être supprimé. Donc, c'est pour ça que parfois, de mettre des pains individuels, et c'est peut-être un coût peut-être plus élevé, encore je ne suis pas convaincue.
Alexandre pourrait peut-être plus le dire que moi. Mais en tout cas, ça permet à la fois plus de pertes et puis de craindre que le client lui remette du pain qui a été touché en fait. Donc c'est vrai que pour l'instant, tout ce qu'on peut faire pour rassurer le client, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important en fait. Et d'ailleurs sur les produits, juste une précision sur les produits désinfectants, souvent on doit mettre des lingettes, hein, notamment au niveau des toilettes. Les lingettes, pas très facile d'abord d'utiliser, enfin, ils les mettent dans les toilettes, et puis c'est pas très, voilà, il y en a qui est en rupture. Le plus simple, c'est d'avoir un produit désinfectant dans les toilettes à la disposition du client, et le client va utiliser du papier toilette ou du papier essuie-main pour nettoyer lui sa cuvette des toilettes parce qu'on doit passer dans les toilettes toutes les 3 heures. Donc, en fait, le client, il a toujours cette crainte quand même quand il va aux toilettes. Donc, le mieux, c'est de mettre un désinfectant à disposition et qui nettoie. Et je vous rappelle que les désinfectants, ils doivent avoir la norme NF 14476, c'est des virucides et on ne peut pas utiliser un simple désinfectant normal. Et ça, il faut y faire attention. Il faut bien qu'il y ait cette norme NF sur vos produits, en fait. Ok. Henriette, je vois simplement que l'heure tourne très très vite. Est-ce que peut-être, Alexandre, on peut vous laisser un petit peu témoigner sur ce que vous avez mis en place, les bonnes pratiques, ce que vous avez mis en place de façon effective dans vos 2 restos? Oui, bah après je vais rebondir sur ce qu'a dit un petit peu Henriette. Là, je vais y aller à l'envers. Du coup, effectivement, les sprays désinfectants dans les toilettes avec un rouleau de papier, c'est ce qui fonctionne bien. C'est plus économique que les lingettes. De toute façon, des lingettes, on n'en trouve plus ou très peu. Donc, ça fait partie des choses qui fonctionnent bien. On parlait après des produits sur les tables, carafe d'eau, corbeille de pain. Ça fait partie des choses qui nous demandent quand même un petit surcroît de travail. Parce que du coup, on se trouve à amener des corbeilles de pain, comme on le disait, avec vraiment le nombre de pains qui correspond avec le nombre de convives. Donc, on est obligé d'y retourner à plusieurs reprises si on veut pas gaspiller trop de pain. Voilà, les carafes d'eau, nous, on les passe dans notre machine à plonge, du coup, entre chaque client, et on les laisse bien sécher toute la nuit avant de les remettre le lendemain. Voilà, je pense qu'il est important aussi de parler un petit peu de la signalétique. On parlait des sens de circulation dans les restaurants, donc bien faire en sorte que les gens se croisent pas, essayer de faire en sorte qu'ils rentrent d'un côté, qu'ils sortent de l'autre. Et je pense que toute la signalétique est important et montre que pour redonner confiance à nos clients, montre qu'on fait un effort et qu'il y a quelque chose qui est fait. Il faut vraiment qu'on soit, nous, dans la profession, irréprochable dans le port du masque et dans toutes ces pratiques pour vraiment redonner confiance à nos clients. Et ça facilite aussi l'accès de nos établissements pour que les gens portent bien le masque. Sinon, on ne le fait pas comme il faut, eux ne le feront pas comme il faut. Et on a déjà des difficultés avec des gens qui arrivent sans masque, qui sont sur la terrasse, qui ne comprennent pas. Donc, il faut vraiment, de notre côté, qu'on soit irréprochable pour que les gens suivent vraiment les protocoles qui leur sont imposés. Et je voulais juste peut-être rajouter un petit mot aussi sur l'information de nos salariés. On est censé donc avoir quelqu'un qui s'occupe dans chaque établissement des protocoles, et à l'idéal, il faut un référent, voilà, merci. Et à l'idéal, c'est d'informer au maximum nos salariés, de leur faire signer un document qui stipule qu'ils ont bien lu le protocole et ils sont censés être informés et savoir ce qu'il y a à faire pour la bonne marche du protocole. Et ceux qui sont pas encore à jour, il faut mettre votre document unique des risques à jour automatiquement avec le Covid-19. Voilà, c'est des choses importantes où il risque d'y avoir des contrôles, ou s'il y a un de vos salariés qui se retourne contre vous s'il a un souci, il faut prouver que vous avez tout mis en œuvre pour suivre le protocole de la meilleure façon possible. Ok. Et vous, Alexandre, comment vous sentez un petit peu les clients là après un petit mois d'ouverture, c'est ça? Vous avez réouvert
Il y a combien de temps exactement? 15 jours. On 15 a jours. rouvert il y a 15 jours. Au niveau de la restauration, c'est pas forcément évident. Nous, on a plutôt une cible business. Donc, du coup, il y a encore beaucoup de gens en télétravail. Donc, l'activité n'est pas revenue à son beau fixe au niveau des midis. Tout ce qui est un peu plus festif, apparemment, c'est sur les soirs et les week-ends, c'est un peu mieux reparti. Et par contre, donc avec l'emporte-chef où c'est de la vente à emporter, là, cette activité de vente à emporter s'est bien développée pendant le confinement et continue à bien fonctionner maintenant. Okay. Et c'est un peu la tendance générale, une activité qui s'est ralentie les midis de semaine, qui repart tranquillement en soirée et le week-end. Après, on n'a pas de bol avec la météo. Mais ouais. En effet. Ok, il est 16h04. Je propose de laisser la main à Véronique pour que Véronique puisse nous parler de la réglementation pour cette vente à emporter justement et puis les aides. Et puis on verra si on a encore un peu de temps pour se laisser une session de questions-réponses avec nos participants. Donc rebonjour à tous. Merci à Alexandre pour justement le lien sur la vente à emporter et la livraison. C'est sûr que l'on a noté durant cette période de fermeture beaucoup de restaurants qui se sont mis à la vente à emporter, la livraison. Ça leur a permis pour la plupart de garder contact avec votre métier qui est une passion, de garder contact avec vos clients également et qu'il y ait moins cette rupture justement au niveau de la clientèle et de faire rentrer quand même du budget. Donc un petit rappel, il y a eu une tolérance durant ces 2 mois et demi de fermeture. Les restaurateurs qui souhaitaient faire de la vente emportée et qui n'étaient pas prévus jusqu'à présent pouvaient le faire sans formalité spécifique. Néanmoins, à partir de la réouverture, il est important de rappeler qu'il faut une double immatriculation CCI, Chambre de métier et de l'artisanat de la Loire. Il faut bien sûr être à jour sur toutes les questions de licence. Au niveau livraison également, c'est important de rappeler qu'il faut respecter bien entendu la réglementation en termes d'hygiène, notamment tout ce qui est chaîne du froid et du chaud. Faire une déclaration auprès de la DDPP, donc DDPP, Direction départementale de la protection et des populations. Et ensuite, un petit rappel concernant les emballages et la loi, notamment la loi Egalim, qui bannit les emballages plastiques. Donc, être vigilant par rapport aux emballages que vous utilisez. Juste un petit point, moi je conseille vivement aux restaurateurs de poursuivre cette vente à emporter puisque avec ce confinement, c'est rentré dans les mœurs et il y a de plus en plus de clients qui continuent à pratiquer ce comportement de consommation. Ensuite, un petit focus sur les aides à disposition. Alors, elles ne sont pas exhaustives, mais ça permet de faire une petite mise à jour. Donc beaucoup connaissent, je pense, le fonds de solidarité. Donc il y a eu des annonces qui ont été faites suite au comité interministériel du tourisme du 14 mai, pour l'instant qui n'ont pas été encore traduits dans les textes de loi, les décrets. Donc le fonds de solidarité qui s'adresse aux TPE, PME de moins de 10 salariés, qui font jusqu'à présent jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 60 000 euros de bénéfices. Et cette aide peut aller jusqu'à 1 500 euros. Donc là, l'éligibilité, les règles vont notamment évoluer pour les restaurateurs et les CHR et le tourisme. Donc le lien, c'est impôt.gouv.fr. Pour les entreprises les plus en difficulté, si elles ont eu le fonds de solidarité de niveau 1, elles peuvent prétendre au fonds de solidarité niveau 2. Donc là, c'est les régions qui sont en charge du fonds de solidarité niveau 2 et c'est des aides qui peuvent aller de 2 000 à 5 000 euros. Cela concerne les restaurateurs, les bars qui ne peuvent pas régler leur dette exigible à 30 jours et qui ont un refus du PGE ou pas de réponse de leur banque concernant une demande de PGE. Un zoom sur le fonds régional d'urgence tourisme et hébergement qui a été mis en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui concerne les entreprises donc, qui ont vraiment une nature touristique, dont les restaurants, certains restaurants, hôtels, hébergements font partie. Donc, c'est pour les entreprises de moins de 10 salariés qui ont subi une perte d'au moins 20% de leur chiffre d'affaires. Pour les SI également, c'est accessible pour les associations, entreprises de moins de 10 et qui ont un emprunt en cours lié à des investissements touristiques, que ce soit modernisation, extension, achat d'équipements professionnels. Et cette aide, c'est une aide forfaitaire qui peut aller jusqu'à 5 000 euros et qui a pour but de prendre en charge le capital restant dû des emprunts de mars à décembre 2020. Donc, si vous déposez le dossier, je vous invite vraiment à justifier de votre nature touristique
puisque c'est vraiment ce qui est regardé par la région. Donc là, le lien également, c'est sur le site Ambition Éco Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, une aide, Henriette Perrin en a parlé, pour une aide régionale pour l'achat des plexis qui peut aller jusqu'à 500 € d'aide. Donc cette aide a été élargie pour les restaurants et les bars. Et l'aide CARSAT, donc, qui se trouve sur amélie.fr, qui a déposé jusqu'au 31 juillet, et qui peut intervenir jusqu'à 50% de prise en charge des investissements avec des dépenses minimales de 1 000 € hors taxes sur les achats de protection, plexi, vitres, voilà ce dont Alexandre et Henriette ont parlé. Et un petit rappel sur les prêts qui existent. Donc là, je vous invite vraiment à contacter votre conseiller bancaire ou votre interlocuteur BPI, les PGE dont on a parlé, les prêts de trésorerie, le prêt région qu'on appelle également le prêt rebond et le prêt tourisme. Voilà au niveau des aides. N'hésitez pas, mon collègue de la délégation de Lyon et moi-même, on se tient à votre disposition si vous souhaitez avoir plus de renseignements. Et puis, je vais juste faire un petit focus sur une charte sérénité qui a été mise en place par l'Office de tourisme de Lyon avec la métropole de Lyon, qui s'appelle la charte sérénité, qui a pour but, on parlait tout à l'heure de réassurance, de bienveillance client, le but étant vraiment de rassurer, d'accompagner le client dans la mise en place de ce protocole sanitaire, qu'il soit rassuré. Et pour l'instant, il y a plus de 100 signataires qui ont signé cette charte Sérénité 2020. Donc, c'est un engagement volontaire des prestataires, aussi bien restaurateurs, cafetiers, hôteliers, pour vraiment rassurer la clientèle touristique, qu'elle soit locale, régionale, nationale ou internationale. Et juste un petit zoom également sur Saint-Étienne Métropole, l'Office de tourisme a mis en place des kits qui proposent pour les prestataires des rubalises, des autocollants pour la distanciation, des autocollants pour les plexis, qui sont donc pour les prestataires touristiques également, qui sont logotés Saint-Étienne hors cadre. Voilà. Ok. Bien écoutez, pour l'instant, nous n'avons pas de questions dans le chat. Je vous laisse intervenir si vous le souhaitez, nous poser des questions, utiliser le module questions directement dans l'outil si vous voulez interagir avec nos 3 intervenants. Est-ce que peut-être Henriette ou Alexandre, vous vouliez compléter vos propos? Je vous ai peut-être fait un petit peu accélérer tout à l'heure. Finalement, il nous reste quelques minutes encore. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Bon, alors, on peut peut-être dire qu'on… Ah bah juste. Vas-y. Non, simplement que… Ah bah, on va y arriver. Vas-y. Non, juste une précision, j'ai vu quelque chose ce matin concernant les loyers, le report le fait de ne pas payer de pénalités, de retard ou autre sur les loyers. Il faut faire très attention parce que si on lit bien les textes, normalement, c'est réservé aux personnes qui bénéficient du fonds de solidarité. Donc, ça laisse supposer que quelqu'un qui ne bénéficie pas du fonds de solidarité ne pourra pas demander un report, donc un non-paiement de son loyer et ne pas bénéficier justement de l'exonération des pénalités ou autres. Donc, je vous invite à vous rapprocher, soit de Véronique, soit de nous, pour vérifier par rapport au cas quand vous avez un doute. Mais c'est vrai que j'ai vu ce matin et ça m'a interpellée parce qu'on a parlé beaucoup des loyers, mais sans justement cette notion de bénéficier du fonds de solidarité. Voilà, je laisse la parole à Alexandre. C'était simplement pour dire qu'on espère que l'UMI au national y travaille d'ailleurs, que toutes ces règles s'assouplissent le plus rapidement possible pour que notre activité qu'on puisse bénéficier pleinement de notre activité. Bien sûr. Et que les discothèques puissent réouvrir. Et que les discothèques puissent réouvrir. Ok, très bien. Je pense que vos discours ont été très clairs, car pas de questions. Ah si, voilà, il suffisait une première question dans le chat. Ah non, c'est pas une question, c'est une remarque tout simplement. On nous dit c'était parfait, merci beaucoup, très bien, merci.
Peut-être qu'en attendant de nouvelles questions, j'en profite avant de conclure pour vous dire qu'à la fin de ce webinaire, quand vous allez fermer l'outil, un questionnaire de satisfaction va s'ouvrir automatiquement. Donc, c'est très important pour nous. Je vais vous demander de prendre 2 petites minutes pour répondre aux 4 questions qui vont vous être posées. L'idée pour nous, c'est de savoir tout simplement si le contenu vous a plu, si les intervenants vous ont plu également, etc. Donc, d'avance, merci de prendre le temps de répondre à cette petite enquête de satisfaction. Avant de couper, donc j'ai une question de Morgane qui nous dit « Qu'est-ce qui permettrait de nettoyer les masques plus rapidement ?» Henriette en parlait au début. Nettoyer les masques ou les salles? Non, les masques. Alors après, on peut très bien avoir ce système de brumiseurs. En fait, c'est un système où on pourrait mettre, par exemple, tous les brumiseurs. C'est un système qui permet de, si on met par exemple les masques, les tenues des salariés et autres dans une pièce, celle qui va être désinfectée en fait, le brumiseur il va de partout en fait. Il suffira d'ouvrir les tiroirs et autres, donc on peut mettre les masques, on peut mettre les tenues, on peut mettre les paniers, on peut tout mettre. Et en fait, ce brumiseur va mettre sur dans toute la salle, c'est à peu près pour 15 mètres carrés, on compte. Donc, par exemple, un hôtelier, 15 mètres carrés, c'est facile de faire une chambre. Et ça permet, c'est pour ça que, en plus, c'est un investissement qui n'est pas très haut, hein, c'est dans les 200, 250 euros. Il faut voir si même ça ne peut pas rentrer dans les aides Amélie, parce que je pense que c'est facilement possible de l'intégrer. Et ça permet, parce que quand on compte le temps que la personne va mettre, le fait qu'il faut faire toutes les surfaces, donc y compris sous la chaise, sur la chaise, l'histoire des masques qu'il faut désinfecter et autres, c'est un système rapide, économique. Pour les hôtels, on peut s'en servir aussi, je me suis renseignée, on a un produit qui permet de traiter les punaises de lit, enfin de faire de la prévention. Donc, ça veut dire que c'est un appareil qui peut avoir une double utilisation, puisqu'on peut faire le traitement des chambres en même temps. Donc, c'est un petit investissement qui est vite amorti et qui vous fera gagner du temps. Par exemple, entre 2 services, j'ai fini mon service de midi, je mets tout hop, je pose mon appareil dans différentes zones, ma superficie est un peu large, enfin grande, et on va gagner du temps comme ça. On peut gagner du temps comme ça pour les vestiaires qui sont interdits ou sinon c'est très là aussi réglementé. C'est des petits systèmes qui sont pratiques et qui sont, parce qu'il y en a qui existent, qui sont très chers, hein, qui sont à 3 000, 4 000 euros. On n'a pas besoin de choses si chères. En fait, c'est le même système, les brumiseurs, que vous voyez quand ils nettoient les quarts de la Stas, tout ça en fait. Si vous avez vu, c'est un système c'est pas plus gros qu'un cartable et ça permet, on le voit à la télé souvent, pour désinfecter des lieux précis. Est-ce qu'on a des contacts, un lien sur des fournisseurs par exemple? Nous, on en a, mais après, on en trouve un peu partout. Nous, on a trouvé parce qu'on s'est renseigné en même temps pour les produits, pour punaises de lit, les choses comme ça, pour les hôteliers. Mais après, oui, nous, on en a, mais il faut compter, on était à 6 semaines de délai en général, parce que ça, comme il y a toutes les administrations et autres qui les utilisent. Donc, maintenant, peut-être que le délai est plus court, il faudrait que je m'en renseigne. Mais après, on a plutôt favorisé les producteurs locaux ou les revendeurs locaux avec, voilà, c'était notre choix dès le départ avec Alexandre et le bureau, c'est-à-dire de choisir aussi bien au niveau que ce soit les masques et autres, plutôt tout ce qui était local, tout en tenant compte d'un prix bas quand même. Donc, on est dans des prix aussi bas, plus bas aussi bien au niveau des bornes hydroalcooliques et autres. On a au moins, je crois, maintenant on doit avoir 6 ou 7 fournisseurs différents, puisque le but, c'était pas d'avoir un fournisseur, c'est d'avoir une proposition très large. Ok, très bien. Écoutez, je crois qu'il est l'heure pour moi de vous remercier. Je n'ai pas de nouvelles questions dans le chat. Donc, merci à tous les 3, Alexandre, Henriette, Véronique, pour votre temps, pour cette intervention. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour 2 nouveaux rendez-vous webinaires. Tout d'abord, mardi 16 juin à 13h30, horaire habituel. J'animerai cette fois-ci un webinaire autour du top 10 des applications pour gérer sa boîte.
Et puis mercredi 17 juin, nous parlerons stratégie et performance de l'organisation, quelles approches et quels outils. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une belle après-midi, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.